Bonjour et bienvenue sur le podcast Venu d'ailleurs, le podcast où nous parlons de la recherche en astronomie et astrophysique, avec une première saison dédiée à la recherche de vie ailleurs. Nous sommes Lucie Lebouleux et Franck Celsis et aujourd'hui nous abordons joyeusement le problème à 5000 corps. Avant de chercher la vie ailleurs, il nous faut trouver les planètes et parmi elles, identifier les bonnes planètes. Alors préparez vos outils car il vous faut des photons, des éclipses, des dérapages colorés, un prix Nobel et 5000 petits points presque invisibles. Et pour cela, nous avons deux invités. Claire Moutou, de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse. Elle est spécialiste de la détection et de la caractérisation d'exoplanètes. Elle a de nombreuses méthodes à son arc, puisqu'elle a travaillé aussi bien sur la recherche des transits et sur la mesure des vitesses radiales, deux méthodes dont nous parlons aujourd'hui, et sur l'imagerie directe que nous aborderons la semaine prochaine. Et nous accueillons aussi Xavier Delphos, qui est astronome à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, comme moi, donc nous sommes collègues. Et il travaille sur l'observation d'exoplanètes, en particulier grâce à la méthode des vitesses radiales, dont nous parlerons plus tard dans cet épisode. Et il cherche à explorer la population des exoplanètes et à comprendre leur formation et leur évolution. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, déjà, l'objectif de cet épisode est donc de comprendre comment est-ce qu'on peut détecter des exoplanètes. Pourquoi, déjà, est-ce que c'est difficile de voir une exoplanète? Pourquoi, avec nos petits télescopes qu'on peut avoir comme amateur ou amatrice, on n'y arrive pas? Claire? Alors, si on essayait de voir le système solaire depuis une autre planète, par exemple, on aurait beaucoup de mal à voir la Terre, et même Jupiter, qui est beaucoup plus lumineuse et plus grosse que la Terre. Alors, la raison, c'est que les planètes tournent autour d'étoiles. Elles sont donc très proches des étoiles quand on les regarde de loin, et elles sont beaucoup moins lumineuses que les étoiles, ce qui fait que le contraste de luminosité empêche complètement de voir ces tout petits points que sont les planètes. On prend souvent l'image, l'analogie, de dire que c'est comme regarder une luciole à côté d'un phare maritime. Les planètes sont vraiment trop petites et très proches angulairement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer dans le ciel. Sinon, il faut trouver des méthodes très compliquées pour y arriver. La conséquence de ce grand contraste et de cette proche distance angulaire, c'est que pour détecter les planètes, on a commencé par utiliser des méthodes indirectes qui permettent non pas d'essayer de trouver la planète elle-même, mais de trouver un effet de la planète sur l'étoile. L'étoile qu'on n'a pas de mal à voir et à suivre dans le temps et à regarder quels sont les effets indirects d'une planète. On va donc détailler un petit peu ces méthodes indirectes, où c'est l'étoile qu'on observe pour révéler les planètes. Et Xavier Delphos, on va peut-être expliquer un petit peu la première de ces méthodes, celle qui pour la première fois a permis de trouver une planète autour d'une étoile comme le Soleil, et qui est la méthode des vitesses radiales. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, bien sûr. Donc, souvent, généralement, quand on considère un système planétaire, on imagine l'étoile au centre qui ne bouge pas et les planètes qui orbitent autour. Mais en réalité, la masse de la planète est faite par rapport à celle de l'étoile, mais pas complètement négligeable. Et la planète va elle-même un tout petit peu attirer l'étoile, beaucoup plus faiblement que l'étoile interne à la planète, mais tout de même un tout petit peu, ce qui va faire changer la position de l'étoile à cause de l'attraction de la planète pendant son orbite. Donc si la planète fait un grand mouvement orbital, l'étoile se met à faire aussi un petit mouvement orbital, un petit déplacement. Et ce qu'on va essayer de faire avec la méthode des vitesses radiales, c'est de mesurer ce déplacement de position de l'étoile. Alors, soit on peut essayer de mesurer si l'étoile se déplace par rapport au fond du ciel, c'est ce qu'on appelle l'astrométrie. C'est une méthode qui va être très prometteuse dans les années à venir. Mais là, ce qu'on fait depuis les années 90 pour les détections des exoplanètes, c'est qu'on mesure la vitesse de l'étoile. Et si cette étoile change de vitesse, s'approche de nous, s'éloigne de nous, donc accélère, ralentit, etc., de manière périodique, c'est certainement qu'une planète est en train de lui orbiter autour. Donc pour ça, pour faire cette mesure de vitesse d'étoile, on fait un peu de la même façon que les gendarmes font pour mesurer la vitesse sur l'autoroute. Là, quand on va un peu trop vite de quelques kilomètres heure, on fait la même chose sur les étoiles. D'ailleurs, on arrive à des précisions similaires de quelques kilomètres heure aujourd'hui dans la mesure des vitesses d'étoiles. On utilise la méthode qu'on appelle l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler, c'est un effet qu'on entend presque tous les jours avec le son. C'est quand un objet émet une onde et que l'objet s'approche de nous, l'onde est compressée. Et quand l'objet s'éloigne de nous, l'onde est au contraire distendue. Avec le son, on l'entend très bien. Quand un objet s'approche de nous, il émet un son plus aigu que quand il s'éloigne. Le fameux bruit de la moto. D'abord un son plus aigu, un son plus long, alors que la moto a toujours émis le même son. Simplement, on a très pression de nous parce que la moto se déplace ou s'éloigne de nous.
Pour la lumière, c'est la même chose. Lorsque l'objet s'approche de nous, sa lumière est un peu plus bleue que ce qu'elle a été émise, et quand il s'éloigne de nous, un petit peu plus rouge. Et donc, toute l'idée de cette méthode, c'est de mesurer de manière très, très, très précise la couleur de l'étoile. Alors, c'est pas vraiment sa couleur qu'on mesure en réalité, hein. Il y a quelques éléments dans l'étoile qui font que certaines couleurs sont complètement manquantes, ne sont pas émises, et on regarde comment ces trous, on va dire, d'émission se déplacent un peu vers le bleu, un peu vers le rouge. C'est ce qui nous permet de mesurer la vitesse de l'étoile avec aujourd'hui des précisions de l'ordre de 2-3 km/h pour les meilleures précisions qu'on obtient, ou environ 1 mètre seconde, 1 mètre par seconde, ou même un petit peu mieux. Très bien. Claire, tu veux ajouter quelque chose sur cette méthode et ce qui a permis peut-être de détecter les planètes au milieu des années 90? Alors, dans les années 90, on a eu, les astronomes ont eu accès à de nouvelles technologies. Et donc, on a pu mettre en place des instruments, on appelle ça des spectrographes échelles, qui permettent de faire la spectroscopie des étoiles, donc regarder l'arc-en-ciel formé par l'étoile à très très haute résolution. C'est-à-dire qu'on peut très bien séparer les raies atmosphériques de l'étoile, qui sont comme une carte d'identité de la composition de son atmosphère. En utilisant cette nouvelle technologie, on a été capable d'augmenter beaucoup notre précision de la mesure de cette vitesse. Et donc, depuis les années 90 à peu près, 93 exactement, la mise en place d'un spectrographe en particulier, ELODI, à l'Observatoire de Haute-Provence, dans le sud de la France, il a été possible de commencer à mesurer la vitesse des étoiles nuit après nuit, mois après mois, pour regarder si certaines d'entre elles avaient un mouvement périodique dans sa vitesse radiale qui aurait été une indication de la planète. Alors peut-être quelques précisions parce que donc l'idée, c'est de mesurer la vitesse, entre nous et une étoile. Donc j'imagine le 1er mouvement, qui vient, que l'on va détecter, c'est le mouvement de la Terre autour du Soleil qui vient moduler cette vitesse. Ça, j'imagine qu'on peut l'enlever, assez facilement, non? Xavier, par exemple? C'est quelque chose de trivial ça, d'enlever le mouvement lié à la Terre? Juste pour les précisions d'environ 1 mètre par seconde ou quelques kilomètres-heure, oui, on connaît très bien les mouvements de la Terre. Donc, il y a 2 mouvements principaux. Il y a le mouvement orbital de la Terre autour du Soleil, qui se fait jusqu'à des vitesses de 30 kilomètres par seconde. Donc, on est très, très rapide en réalité, on se déplace très, très vite nous-mêmes. Et puis, le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même, qui rajoute quelques kilomètres par seconde. Donc, jusqu'à les précisions d'environ 1 mètre par seconde, qui sont les mesures courantes des vélocimètres actuels, oui, on connaît facilement nos mouvements, et on sait les extraire à la vitesse de mesure. D'accord, et donc une fois qu'on a enlevé ça, une étoile qui a une vitesse par rapport à nous, qu'elle soit lente ou rapide, mais qui est fixe, on n'a pas détecté de planète. Et si, nuit après nuit, semaine après semaine, mois après mois, on a une variation périodique, alors on a trouvé probablement, un compagnon. Alors, je suppose que si on se replace en 1995, lors de la première découverte, j'imagine que cette méthode, elle était déjà utilisée pour regarder des duos d'étoiles? Où là, le signal est fort. Qu'est-ce qui a fait que, en 1995, on a pu détecter une planète? J'imagine c'est à la fois des progrès de méthode, mais c'est aussi lié aux caractéristiques de ces premières planètes qui ont été détectées. Les efforts technologiques ont permis effectivement d'augmenter la précision de mesure de ces vitesses, en particulier l'utilisation des CDB, mais aussi de la calibration simultanée du spectre de l'étoile avec une lampe de calibration. Ça, c'était la toute première fois que c'était mis en service. Et ça a permis vraiment de s'affranchir de tout ce qui est variation naturelle de la position de la vitesse avec la pression, la température qui varie pendant la nuit ou d'une nuit sur l'autre. Donc, effectivement, quand on a pu passer cette barrière entre la mesure des étoiles binaires et la mesure des planètes, il y a quand même eu une grande surprise avec cette première découverte, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce que la signature de vitesse radiale, la première découverte, soit d'une planète géante, comme Jupiter à peu près, mais avec une orbite beaucoup plus courte, de quelques jours seulement. Donc, pendant quelques jours, elle fait le tour entier de l'étoile. Et du coup, l'amplitude de vitesse radiale qui est liée à une telle planète et un tel système est beaucoup plus importante que celle que Jupiter a sur le Soleil, par exemple. Oui, et en 1995, moi, j'étais trop occupée à faire des bêtises
et à faire absolument n'importe quoi et à ennuyer mes parents. Mais vous qui étiez dans le milieu, comment vous avez vécu ça? Comment vous avez vécu cette découverte et est-ce que vous en étiez? Xavier, par exemple? Moi, j'ai eu pas mal de chance en fait, de le vivre, on va dire un tout petit peu par l'intérieur. J'étais 1995, ça faisait 1 an que j'avais démarré ma thèse, qui montre que c'est déjà un peu ancien. Et je collaborais avec Michel Mayor justement, donc un des 2 co-découvreurs de la première exoplanète, donc Michel Mayor et Didier Queloz, qui ont fait cette découverte au Printemps de Provence. Donc je collaborais avec Michel Mayor sur un programme de recherche d'étoiles binaires ou d'études d'étoiles binaires et on utilisait Elodie, également et donc on a obtenu du temps et je devais faire la toute première mission, d'observation et Michel observait lui-même sur son programme, auparavant. On se connaissait pas beaucoup, hein, on s'était croisés, par mail avant, on avait échangé essentiellement et il me propose de venir 2 nuits auparavant pour observer avec lui, pour apprendre à observer, donc ce que je fais avec grand plaisir. Et là, au bout de quelques heures où il me montre d'abord le fonctionnement de l'instrument et cetera, je vois qu'il a du mal à se retenir de me montrer quelque chose et puis, au moment, il lâche, il me dit: «Tiens, regarde» et il me sort la courbe de détection de la planète 51 Pégase B, donc la courbe de variation de vitesse radiale. On était 2 mois, je pense, avant l'annonce, à Florence. Il me connaissait encore très peu, mais Michel est vraiment une très belle personne à la fois scientifiquement et humainement, donc la confiance s'est très vite établie et voilà, donc j'ai pu voir cette découverte en amont, de nuit, vers 10-11 heures du soir, dans une coupole et effectivement, oui, c'est un grand moment et voir l'excitation de Michel qui avait déjà énormément de découvertes à son actif, hein, et malgré tout l'excitation devant cette découverte. Ah, finalement, on est tous des enfants face à une découverte. Claire, est-ce que, tu as une anecdote à raconter sur 1995? Oui, alors moi aussi, j'étais en train de faire ma thèse et je faisais ma thèse à Paris sur un sujet complètement déconnecté, la chimie interstellaire et donc j'étais venue à l'OHP quand même, l'été juste avant, enfin l'été 95 pendant qu'il faisait ses dernières mesures et j'avais croisé Michel avec son grand chapeau, dans le parc de l'observatoire, mais sans me douter de rien et coup de tonnerre, quelques mois après, quand cette découverte a été annoncée à une conférence à Florence et où mon directeur de thèse, en fait, a complètement décidé de lâcher et d'abandonner mon sujet de recherche, le milieu interstellaire, pour se consacrer, et consacrer son équipe à l'étude de la recherche de la vie et de la recherche des exoplanètes. En fait, il faut se rendre compte que cette première découverte a changé la vie de beaucoup de gens, en, infléchissant leur carrière et leur choix scientifiques, simplement parce que, on utilise les mêmes méthodes. Moi, j'allais aussi observer à l'Observatoire de Provence pour mesurer des quantités de matière interstellaire dans le spectre des étoiles et c'est tout à fait la même technique. On pouvait, on utilisait les mêmes instruments, des spectrographes aussi et c'est des techniques qu'on peut, utiliser pour l'étude et la caractérisation des exoplanètes. Donc voilà, j'ai pu finir ma thèse sur mon sujet, mais juste après, j'ai moi aussi changé de sujet de recherche. J'ai aussi une anecdote, moi, sur 1995. Donc moi, j'ai appris la nouvelle comme Xavier, quelques mois avant. Si je me souviens bien, ça a été annoncé en octobre, c'est ça? À l'automne? Un truc comme ça? Ou septembre? À l'automne en tout cas, je sais plus exactement quand, mais à l'automne. Voilà et moi, je l'ai appris, en juillet, donc pendant l'été et la raison, c'était donc moi, j'étais, entre, la fin de à l'époque, c'était un DEA et donc maintenant un master, un M2 et ma thèse qui aurait dû, à la base, normalement, être une thèse sur Titan. Et il se trouve que j'étais dans une équipe, qui était assez connue en Europe sur, la chimie des atmosphères et du coup, on a été contactés, en fait, par l'équipe, suisse pour, donc ils nous ont présenté ils m'ont présenté le système en me disant: «Mais quelle peut être la composition d'une planète aussi proche, aussi irradiée?» Donc c'était un choc. En plus, nous, on travaillait sur les planètes du système solaire, donc des planètes froides et là, il fallait travailler sur des planètes chaudes. Et c'était l'été, donc j'étais tout seul, en fait et donc c'est moi qui ai fait ces calculs-là et du coup, bah, j'ai complètement, ça m'a fait réorienter complètement mon sujet de thèse. Donc un peu comme Claire, en fait. La question que j'avais, en fait, c'est, pourquoi l'OHP, finalement? Pourquoi cette découverte a été faite dans un magnifique mais petit observatoire du sud-est de la France? Est-ce que l'un de vous, Claire peut-être, tu as quelque chose à dire là-dessus? Toi qui as travaillé aussi, vous avez travaillé tous les 2 en fait, sur ce télescope. Alors l'OHP, c'est certes un petit télescope, hein, quand même 2 mètres de miroir primaire,
Mais il faut se rendre compte que pour chercher ces planètes avec cette méthode des vitesses radiales, on s'intéresse à des étoiles proches et donc brillantes. Et donc pour faire la spectroscopie d'une étoile proche et brillante, on n'a pas besoin d'un télescope beaucoup plus grand que 2 mètres. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que il y a aussi le fait que cet observatoire avait vraiment mis le paquet sur le développement instrumental de ce genre d'instrument, ce qui faisait suite à Coravel, qui était installé sur le même site par l'observatoire suisse. Et donc, il y a eu un ingénieur opticien de Marseille, André Barrane, qui a eu un grand rôle à jouer aussi en inventant cette nouvelle méthode de calibration des spectres pendant les observations et qui a permis effectivement que cette découverte se fasse à cet endroit-là. Alors, on parle de la détection de 1995, qui était incroyable, qui a changé des carrières, notamment les vôtres, et qui a aussi changé notre vision de l'univers. Mais c'était pas tout à fait la première détection d'exoplanètes au sens large. Xavier, est-ce que tu veux nous parler de la découverte de 1992? Alors effectivement, en 92 ont déjà été annoncées des planètes telles quelles. En fait, l'histoire démarre même en 91 par l'annonce d'une découverte de planètes autour de pulsars. Alors, les pulsars, ce sont des restes d'étoiles qui ont explosé en supernova. Donc déjà, ça a un petit peu étonné parce qu'à moment de l'explosion de la supernova, les planètes proches, normalement, sont volatilisées, ou même pendant la phase de géante, même avant, elles sont absorbées par l'étoile. Donc il fallait expliquer pourquoi il y avait ce type de planète. Puis en 91, une annonce a été faite et puis elle a dû être désannoncée quelques mois plus tard en se rendant compte qu'ils n'avaient pas tout à fait soustrait de manière parfaite le mouvement de la Terre. Et en fait, c'est un résidu du mouvement de la Terre qui a été détecté. Et puis en 92, une autre équipe annonce à nouveau des planètes autour d'un pulsar. Alors, deux choses. Déjà, il y a ce petit bémol arrivé. Bon, ils ont déjà annoncé les choses l'année d'avant. C'est pas la même équipe, mais autour des mêmes objets, puis ça a été désannoncé. Donc, une petite prudence. Puis finalement, cette découverte est solide. Elle est bien démontrée maintenant. Il n'y a aucun problème. Par contre, effectivement, c'est des objets assez surprenants eux-mêmes. Il a fallu expliquer qu'en fait, ces objets, ces planètes se forment après que l'étoile est explosée en supernova. Autour du pulsar, un nouveau disque de poussière se forme et des planètes se forment ensuite autour d'un astre qui est globalement mort, on va dire, enfin, en tout cas qui n'est pas du tout comme une étoile comme notre Soleil. Ce qui fait que ces objets sont très très différents de l'imaginaire que l'on a d'une exoplanète. Et du coup, ils ont beaucoup marqué la communauté, mais sûrement beaucoup moins le grand public. Et c'est réellement la découverte de 1995, donc 51 Pégase, qui a marqué plus le début, enfin qui marque plus le début de cette recherche dans l'imaginaire collectif aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est celle-ci qui a valu le prix Nobel à Michel Mayor et Didier Queloz en 2019, et pas la découverte des planètes autour d'un pulsar. Oui, et d'ailleurs, pour en avoir discuté avec Michel Mayor, il est le premier à regretter que cette découverte n'ait pas été associée au prix Nobel. Et pour l'anecdote, dans le temps d'observation de cette année du télescope spatial James Webb, il va y avoir une tentative de spectre d'une planète autour de pulsar, une planète qui a une masse de l'ordre de la masse de Jupiter. Et comme tu le disais, ces planètes-là, elles sont vraiment mystérieuses. On ne sait pas de quoi elles sont faites, si elles existaient avant la supernova, si elles se sont formées après. Et donc, on est vraiment très curieux de voir ce que va donner ça. Si c'est une petite planète, on verra rien. Si c'est une grosse planète, on verra sans doute quelque chose. Alors, il y a eu 1991, 1992, 1995, 2019 pour le prix Nobel qui félicitait Michel Mayor et Didier Queloz. Et maintenant, on est en 2024. Et alors, où est-ce qu'on en est de cette technique des vitesses radiales et des connaissances qu'on a sur les planètes détectées en vitesse radiale? Globalement, qu'est-ce qu'on arrive à détecter et qu'est-ce qu'on n'arrive pas à détecter par vitesse radiale? Xavier? Alors aujourd'hui, les meilleurs vélocimètres ont une précision de quelques dizaines de centimètres par seconde, ce qui fait un peu mieux que le kilomètre par heure ou autour du kilomètre par heure aujourd'hui. Donc on est des très très bonnes précisions. Ça permet normalement de détecter des Jupiters jusqu'à des très très grandes périodes de plus de 10-20 ans, et également des petites planètes qui ressembleraient à la Terre ou un petit peu plus grosses que la Terre, mais sur des périodes courtes. La Terre elle-même crée une variation de vitesse du Soleil de seulement 10 centimètres par seconde, voire même un tout petit peu moins. Ça, on ne sait pas encore le faire aujourd'hui, mais on s'en rapproche petit à petit. Par contre, si la planète est un peu plus proche de son étoile, elle fait une variation plus importante, et ça, on peut le détecter. Et on détecte aussi des toutes petites planètes autour de petites étoiles, ce qu'on appelle des naines rouges, qui ont moins que la moitié de la masse du Soleil, parce que c'est surtout le rapport de masse qui compte, et vu que la masse de l'étoile est plus petite,
On sait détecter des plus petites planètes autour de ces objets. Mais ça, c'est la précision absolue qu'on est capable d'obtenir. On a un peu simplifié le problème en disant, on mesure la vitesse d'une étoile et puis voilà, c'est facile. Mesurer la vitesse d'un objet, si l'objet est un objet solide, ça a du sens. On mesure une vitesse globale de déplacement. Une étoile, c'est pas un objet solide. C'est déjà du gaz qui remonte, il y a de la phénomène de convection, donc il y a des veloutes de gaz qui remontent, du plasma qui remonte, qui replonge. Donc suivant les endroits où on regarde l'étoile, c'est pas la même vitesse. On a en plus l'étoile qui tourne sur elle-même, donc il y a une partie de l'étoile qui s'approche de nous, une partie de l'étoile qui s'éloigne de nous. Et de temps en temps, comme sur le Soleil, il y a des taches stellaires qui arrivent. Si la tache elle arrive d'un côté qui s'approche de nous, ça déstabilise l'équilibre qu'on a entre l'étoile qui s'approche de nous et celle qui s'éloigne. Un déséquilibre entre le côté de l'étoile qui s'éloigne de nous et le côté qui s'approche de nous. Donc tout ça fait que la mesure, en réalité, elle peut être troublée. Et notamment dès qu'il y a des phénomènes d'activité stellaire. Et aujourd'hui, c'est la limite principale, peut-être presque plus que les précisions intrinsèques qu'on peut faire d'un point de vue instrumental. Et il y a beaucoup de recherches faites pour mieux comprendre ce phénomène d'activité stellaire. Déjà pour le comprendre en soi-même, c'est intéressant d'un point de vue physique stellaire, et également pour voir si on arrive grâce à ça à le corriger sur nos mesures de vitesse radiale, d'amener une correction. Et depuis quelques années, pas très longtemps, 5 ans on va dire, il y a des vélocimètres qui se mettent donc des spectrographes qui mesurent la vitesse radiale, qui travaillent dans le proche infrarouge plutôt que l'optique. L'un des premiers, c'est Spirou, qui a été installé par les équipes françaises et canadiennes au Canada Cross-Hawaii Telescope. Et on se rend compte que c'est peut-être une longueur d'onde plus intéressante pour filtrer ce phénomène d'activité qui est vraiment un phénomène très, très gênant. Alors, il reste beaucoup de recherches à faire, beaucoup de travail, mais on va dire que c'est aujourd'hui quelque chose qui occupe beaucoup d'équipes à travers le monde. Comment on arrive à éliminer au moins une partie de cet effet dû à l'activité qui, à l'heure actuelle, est une vraie limitation des mesures de vitesse radiale. Je voudrais juste rajouter 2 chiffres peut-être. Donc en 2024, 30 ans plus tard en gros, on a maintenant une quinzaine de vélocimètres, donc ces spectrographes spécialisés dans la mesure de vitesse radiale des étoiles, dans le monde entier, il y en a. Et c'est à peu près 1000 planètes qui ont été découvertes par cette méthode-là. Sans compter toutes celles qui ont été caractérisées, parce que la méthode de vitesse radiale permet de mesurer non seulement l'orbite, mais aussi la masse, ou la masse minimum de la planète. Et du coup, c'est 1000 planètes qui ont été trouvées en gros, 1000 planètes en 30 ans, et 15 vélocimètres, 15 instruments dans le monde entier. Super. Donc, revenons aux années 90. Donc, la méthode de vélocimétrie radiale révèle en fait des planètes qui surprennent les planétologues, qui sont des Jupiters sur des orbites très proches de leurs étoiles. Et il y a un doute quand même. Je me souviens d'une revue, je me demande si c'était pas de Nature ou Science, qui titrait Une de nos planètes est manquante, en parlant justement de la première, 51 Peg. Bon, il y avait aussi un peu de compétition entre l'Europe et les États-Unis pour savoir qui avait trouvé les premières. En tout cas, dans cette deuxième partie des années 90, on a ces Jupiters chauds et va arriver une autre observation qui va être absolument critique pour à la fois confirmer ces détections, mais aussi ouvrir tout un pan à nouveau de la recherche des exoplanètes. C'est la détection des transits d'exoplanètes. Alors, Claire, tu peux nous expliquer un petit peu la méthode et peut-être nous parler un petit peu de cette première découverte aussi? Alors la méthode des transits, ça consiste à attendre à ce que la planète passe devant le disque de son étoile. Pour une planète de type Jupiter chaud, ça ferait une ombre sur l'étoile qui correspond à peu près 1% ou quelques pourcents de la lumière de l'étoile. Donc, la méthode des transits consiste à chercher des petits assombrissements de l'étoile périodiques qui seraient dus au passage de la planète devant le disque de l'étoile. Alors effectivement, quand la première planète 51 Peg B était trouvée, c'était très étonnant de trouver une planète géante à courte période. Alors tout de suite, les théoriciens se sont mis au travail en disant « Oui, d'accord, il n'y a pas assez de matériel tout près de l'étoile pour fabriquer des planètes aussi grosses. » Mais on a trouvé un autre mécanisme, on appelle ça la migration. Pendant la formation du système planétaire, la planète en train de se former va frotter avec le disque et ça va la rapprocher et donc diminuer son orbite, la rapprocher de l'étoile. Alors ça fonctionnait très bien, effectivement, dans les modélisations. Donc ça expliquait bien la présence potentielle de ces Jupiters chauds, donc ces Jupiters à très courte période orbitale. Mais rien ne vaut l'observation quand même. C'est une observatrice qui parle.
Et du coup, ce qu'on attendait avec impatience, c'est la découverte du premier transit d'une exoplanète devant son étoile. Alors statistiquement, pour qu'il y ait cet alignement entre la planète, l'étoile et l'observateur, pour un Jupiter chaud, pour un Jupiter à courte période orbitale, on a une planète sur 10 pour laquelle ça va se produire. Il y a 10% de chance, en gros, que la planète transite si elle est à courte période. Et donc, on a trouvé une première planète, 51 Peg, puis 2, puis 3, puis dans les années qui ont suivi, une dizaine est arrivée assez vite. En 1999, le premier transit a été découvert sur une planète qui avait d'abord été découverte par vitesse radiale. Et donc ça a été la première démonstration que ces objets sont bien des planètes. Il avait la masse d'une planète, il avait le rayon d'une planète, ça ne pouvait être rien d'autre qu'une planète. Et donc cette premier système, HD 209-458, avait une planète aussi du type de 51 Peg B, une Jupiter chaude, de 3,5 jours de période, faisait à peu près la masse de Jupiter et un petit peu plus grosse que Jupiter. Très bien. Et je crois que pour la beauté de la statistique, je crois que c'était la 10e planète trouvée par vélocimétrie radiale et que la 2e planète dont le transit a été observé était la 19e. Ça collait vraiment superbement avec la probabilité de transit d'environ 10%. Faut juste se méfier en disant ça aux étudiants qui nous écouteraient éventuellement. Oui. La statistique, justement, normalement, ne dit pas ça. C'est un hasard Bien sûr. magnifique. Bien sûr. C'est un hasard qui est esthétique. C'est ça, c'est un hasard esthétique. Je tords un peu ici la réalité des statistiques. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'anecdote, si vous voulez nous en parler. Elle a été assez romanesque, assez dramatique, cette première découverte du transit. Vous connaissez un peu les dessous, vous voulez nous en parler ou pas forcément? Ouais, je les connais un peu parce que je passais beaucoup à Genève à ce moment-là, mais pas assez pour en parler. C'est un peu chaud quand même. Il faut connaître tout le dossier pour en parler. Voilà, après, si ça vous intéresse, il y a un roman qui a été écrit là-dessus qui s'appelle Les Jupiter Jupiter chauds. chaud, ouais. J'étais un personnage du roman, mais j'ai été coupé au moment des coupes. Il était beaucoup trop long, ce roman, la première phase. Mais toi, tu es restée, Claire. Hein. Tu es restée. Ouais, moi, je suis restée. T'étais pas sous ton nom, mais tu es restée. Je suis Jeanne, je crois, ou un truc comme ça. Claire, ça veut dire que là, on a des personnages de romans dans notre podcast. Moi, j'ai été supprimé, mais Claire est restée. Xavier sera dans la version longue qui sera éditée plus tard. C'est ça. Claire, est-ce que tu veux raconter alors ce que fait ton personnage Jeanne ou quel a été ton rapport à l'anecdote historique? Je me souviens pas du tout, mais je crois que c'était à la suite d'une conférence où on était tous présents, pas forcément. Mais je me souviens pas du tout ce que je faisais dans le roman. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais dans les grandes lignes, si je me souviens bien, l'anecdote, c'est que donc c'est David Charbonneau qui a observé ce transit et qui était tellement content, un peu comme quand Michel Mayor a révélé à Xavier 51 Peg B en scoop, qui pas pu s'empêcher de le dire à une soirée sans dire spécifiquement quel système. Il y avait un autre astronome dans la pièce qui a vite, voilà, comme on disait, il y avait que 10 exoplanètes connues à l'époque, qui a tout de suite compris quelle exoplanète ça devait être, qui a pensé au télescope qui pouvait l'observer, qui a passé quelques coups de fil. Et donc, le transit a été observé, comme c'est des objets qui ont des périodes de quelques jours, 4 jours, mettons, qui était observé ensuite sur un transit suivant. Et ce second transit a été publié en premier. Et du coup, il y a eu une tension. Enfin, voilà. Je crois que grosso modo, et vous me dites si je me trompe complètement parce que je ne suis pas un personnage du roman. C'est à peu près ça, mais ça a été vite connu et du coup, c'est la découverte. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est le papier de David Charbonneau et collaborateurs qui est arrivé bien en connu, je second, me souviens. qui reste comme étant souvent cité en premier, du coup. Oui, on a l'histoire à redonner à César. Oui. Oui, mais ça montre un autre aspect aussi de notre communauté qui est malheureusement un peu plus sombre. C'est celui du vol d'idées. Et c'est bien triste. Et d'une compétition. Entre chercheurs. Moi, ce que je voudrais retenir de cette découverte, c'est que ça a été fait avec un télescope de 10-15 cm. Un tout petit télescope. Et je trouve que c'est assez impressionnant parce que ça a été vraiment, on va dire, le deuxième gros coup de tonnerre de cette épopée des exoplanètes. Et ça a été fait avec un tout petit télescope parce qu'il n'y a pas besoin de quelque chose de très gros pour voir
une étoile relativement brillante être éclipsée pendant de 1% de sa lumière pendant quelques heures. C'est tout à fait faisable avec un petit télescope depuis le sol. C'était quel télescope? Ster. Ok. C'est quasiment Oui, un téléobjectif, en fait. Oui. oui, c'est Enfin, c'est un énorme téléobjectif, on va dire. À noter que ces premières détections, en 1999, mais publiées en 2000, je crois. Et c'était donc, comme le dit Claire, des confirmations de planètes détectées par la méthode des vitesses radiales. Il faudra attendre un petit peu de temps, par contre, pour que la méthode des transits elle-même se mette à découvrir des exoplanètes. Aujourd'hui, là, c'est celle qu'on a découvert le plus. Parce que quand on veut confirmer une exoplanète, on fait une mesure visée, pointée sur une étoile. On attend le moment du transit, voir s'il y a une baisse de luminosité. Si on veut détecter, vu que la probabilité de transit est quand même plus faible qu'une variation de mesure de vitesse radiale, parce qu'elle est une fraction des systèmes transit, il faut en observer énormément pendant des temps très longs pour de temps en temps tomber, on va dire par hasard, mais c'est pas du hasard, vu que on met beaucoup d'étoiles justement dans le détecteur pour être capable de le détecter, voir cette baisse de luminosité due à une exoplanète. Donc pour ça, il a fallu attendre les instruments qui effectivement ont observé avec de très grands champs ou une capacité de scanner rapidement le ciel, que ce soit du sol ou de l'espace. Donc ça arrive un petit peu après, avec de nouvelles techniques instrumentales pour être capable, là, soit de scanner très rapidement le ciel, notamment par des satellites, soit de faire du très grand champ et avoir énormément d'étoiles mesurant en même temps sur la caméra. Cette première découverte de transit a fait que tout le monde s'est dit, voilà, comment on fait pour en trouver plus des transits maintenant? Et donc, il y avait 2 façons de faire, soit depuis les observatoires au sol, soit depuis les observatoires spatiaux. Donc, on a commencé au sol parce qu'évidemment, un manip spatial, ça se prépare pas en 5 minutes. Mais pendant qu'on préparait les premières discussions pour des missions spatiales, on a commencé à essayer de faire ça depuis le sol. Et depuis le sol, c'est compliqué parce qu'il faut savoir pour suivre une étoile, on peut la suivre d'un endroit donné pendant 6 heures d'affilée et puis après, il va faire jour et puis après, il va faire peut-être pas très beau pendant 2-3 jours et puis etc. On peut reprendre la courbe de lumière. On a beaucoup de chances de perdre des événements en observant de façon fractionnée comme ça. En plus, il faut avoir accès à des télescopes qui peuvent observer, un grand accès à des petits télescopes, ce qui est bizarrement assez difficile. Donc ça n'a pas été très efficace jusqu'au premier survey qui a été le plus efficace, celui qui a été mis en place pour rechercher des microlentilles en fait et qui a trouvé beaucoup de transits. Alors on reviendra peut-être après à la méthode des microlentilles, mais en gros c'est la même méthode. On cherche à faire de la photométrie assez précise sur un grand champ d'étoiles. Et donc ça, c'est la même chose que veulent faire les microlentilles et les transits. Et donc les premiers surveys au sol qui ont trouvé des transits étaient des surveys microlentilles. Et pendant toutes ces années-là, le CNES, appuyé par l'Agence spatiale européenne, a monté un projet qui s'appelle le projet CORO, qui avait 2 objectifs. Le premier objectif, c'était de faire de la sismologie stellaire. Et c'était un peu pour ça qu'il existait déjà un petit peu dans le paysage. Et le second objectif, qui est devenu assez primordial, c'était de trouver des transits planétaires depuis l'espace. Donc la mission CORO a mis quelques années à se développer et à être lancée. Elle a été lancée en décembre 2006. Et puis elle a commencé à regarder de façon systématique pendant plusieurs mois d'affilée un champ d'étoiles qui contenait 10 000 à 20 000 étoiles. Donc c'était la première fois que c'était fait depuis l'espace. Et ça a permis de faire des premières découvertes de transit depuis l'espace. Une trentaine de planètes ont été découvertes par CORO et toutes ces planètes ont été ensuite suivies par vitesse radiale. Donc là, on inversait un petit peu les méthodes. C'était plus les vitesses radiales qui étaient suivies pour la découverte éventuelle de leur transit une fois sur 10, en gros. C'était plutôt les planètes découvertes en transit, mesurer leur masse par vitesse radiale permettait de les confirmer en tant que planète et d'avoir toutes leurs mesures. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que la méthode des transits, donc on mesure le passage de la planète devant le disque de l'étoile. Ça nous donne un rapport des surfaces de la planète sur l'étoile et donc la taille de la planète si on connaît celle de l'étoile.
Et donc ça permet effectivement de mesurer la taille de l'étoile, alors que les vitesses radiales permettent de mesurer la masse. Donc sans voir aucun photon de ces planètes, on est capable de mesurer leur masse et leur taille, donc leur densité moyenne. Donc Corot a été la mission pionnière pour aller à la recherche des transits en observant beaucoup d'étoiles. Et vraiment, la mission qui va obtenir le plus de détection, c'est Kepler qui va arriver très peu de temps après. Tu peux nous en parler, Claire? Oui, alors Corot était encore en train d'observer que la NASA envoyait un télescope beaucoup plus puissant, le satellite Kepler. Donc le télescope Corot, c'était un télescope de 30 centimètres, très modeste. Le télescope Kepler, lui, avait un diamètre de 1 mètre et surtout avait la capacité de regarder le même champ d'étoiles pendant 4 ans, contre à peu près 3 à 6 mois pour Corot. Donc pendant 4 ans, le satellite Kepler a été capable d'observer à peu près 100 000 étoiles dans la constellation du Cygne de façon très régulière, avec une précision photométrique fantastique. Et donc ça a permis de traverser une barrière que Corot n'avait pas pu traverser. C'est le passage des planètes géantes aux planètes plus petites. Et donc Kepler a mis en évidence une nouvelle population d'exoplanètes. On les a appelées les super-Terres ou les mini-Neptunes. On se raccroche à ce qu'on a, à ce qu'on C'est ça. connaît. Pour fixer un peu les idées, en gros, c'est des planètes qui sont entre la taille de la Terre et la taille de Neptune. Donc des planètes qui n'existent pas dans le système solaire. Il n'y a aucune planète qui aurait cette caractéristique-là dans le système solaire. Et Kepler en a trouvé un grand nombre. Il aurait pu sans doute trouver des planètes de la taille de la Terre en encore plus grand nombre, mais c'est beaucoup plus difficile à faire et donc il n'en a pas trouvé, ou très peu. Donc ça, c'était Kepler qui a commencé donc ses observations en 2009, qui a continué un peu plus longtemps. Au bout d'un moment, on ne pouvait plus pointer exactement le même champ, donc il est rentré dans une seconde phase où les ingénieurs spatiaux ont été capables de reprogrammer Kepler pour qu'il observe un grand nombre d'étoiles qui n'avaient pas encore été observées dans le ciel pour la recherche de transit. Et il a continué à faire des découvertes incroyables de systèmes nombreux. C'était aussi le premier satellite en recherche de transit photométrique qui a découvert des systèmes multiples, c'est-à-dire des étoiles qui ont été éclipsées par leurs planètes, les unes après les autres, de nombreuses planètes dans un système. Kepler a trouvé des systèmes jusqu'à 8 planètes dans le même système, tout en transit. Donc, c'est des systèmes assez particuliers qui n'ont pas leur équivalent dans le système solaire, évidemment. Enfin, ce sont des systèmes souvent très compacts où on trouve 4, 5, 6 planètes à l'intérieur de l'orbite de Mercure, donc très proche de leur étoile. À la suite de ça, Kepler avait énormément apporté de résultats sur le plan de la statistique des planètes en transit, mais vu son mode d'opération et vu son gros télescope, il a été capable de trouver ces transits autour d'étoiles un petit peu trop faibles. Et donc, il était difficile de suivre ces étoiles avec nos télescopes au sol et donc de mesurer la masse des planètes avec la méthode des vitesses radiales sur l'ensemble des candidats transit. Donc, ce n'était pas non plus suffisamment précis pour faire de la caractérisation de tous les candidats transit trouvés. L'étape suivante, qui a été décidée juste au moment de l'arrivée de ces résultats, quand on a su que la population des super-Terres était énorme, a été de prendre la décision de faire une 3e mission spatiale. Et la NASA a été la première à la lancer, la mission TESS, qui a permis de faire à la fois tout le ciel, mais sur des étoiles plus brillantes que celles observées par Kepler. Donc ça permettait à la fois de trouver tous les transits des étoiles proches, mais aussi de pouvoir faire leur suivi en vitesse radiale depuis les télescopes au sol et donc de mesurer à la fois le rayon et la masse de ces planètes-là. Et TESS est toujours en service aujourd'hui. Et donc, on arrive à combiner les informations. Franck, tu veux intervenir ? Oui, c'était pour dire, et donc je crois savoir que d'ailleurs les vélocimètres de l'OHP, et je crois que tu travailles un peu dessus, non, aussi, servent beaucoup, non, au suivi des candidats TESS, des observations TESS, puisque le problème d'observer tout le ciel, c'est qu'on a pas un suivi complet, donc on manque des transits, on est aussi très
biaisé vers les très courtes périodes. Donc là, le suivi de vitesse radiale, il prend une double importance, qui est de caractériser à la fois le système. Et donc, toi, je crois que tu travailles un petit peu là-dessus, non? Oui, tout à fait. Depuis Coro, en fait, on a lancé un programme de suivi des transits, hein, qui est toujours en cours aujourd'hui. Donc, ça va faire 18 ans qu'on observe régulièrement à l'Observatoire d'Haute-Provence, mais aussi à l'ESO, au Chili, au CFHT maintenant, enfin, dans tous les télescopes auxquels on a accès qui ont un vélocimètre. On va effectivement suivre ces candidats transits qui permettent à la fois de mesurer la masse de la planète, mais de rechercher aussi d'autres masses autour de ces étoiles, qui seraient des planètes qui ne seraient pas vues en transit. Toutes les planètes d'un système ne sont pas forcément vues en transit depuis un point donné. Il peut y avoir un petit peu d'obliquité ou d'inclinaison mutuelle entre les planètes qui fait que certaines vont transiter et d'autres ne vont pas transiter. Il peut y avoir aussi la distance qui joue, évidemment. Et du coup, pour trouver toutes les planètes d'un système, il faut utiliser plusieurs méthodes. Et la méthode des vitesses radiales et la méthode des transits sont très complémentaires pour ça. Alors, on a 3 télescopes géniaux dont tu as parlé. Et au bout de toutes ces années, finalement, qu'est-ce qu'on a pu voir en général? Combien d'exoplanètes ont été détectées par transit, par exemple? La méthode des transits, aujourd'hui, a découvert presque 5000 exoplanètes. Attends, juste pour connaître. 5000, c'est le 4900. total, hein, 5500. On doit être vers 3000 pour les transits, je pense. 5500, c'est le total complet. Même un peu plus, un tiers par les vitesses radiales, donc on doit être 3-4 000, je dirais, à la bouche. Là, vous aviez écrit 75% sur Ah oui, la j'ai feuille. écrit 75% de ces C'était 2 tiers il n'y a pas longtemps, mais ça augmente plus vite. De toute façon, il est normal que la somme fasse plus de 5000 puisque beaucoup sont détectés par les 2 méthodes. Ah, mais souvent, on donne la méthode de détection et après, il y a celle de confirmation. Donc Oui, tout à l'heure, c'est quand vrai. vous disiez 1000 planètes pour les vitesses radiales, ce sont celles qui sont découvertes par vitesse radiale, d'accord. Donc dans ce cas-là, effectivement, on ne peut pas en 4000. attribuer plus que 4500 au transit. Ouais, première détection, quoi. Oui, c'est ça. Donc la méthode des transits aujourd'hui a permis de découvrir environ 4500 planètes, y compris les systèmes, hein. Si on compte que les systèmes, le chiffre doit être à peu près 3008 ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même C'est conséquent. conséquent. Voilà. C'est les 3/4 des planètes qui ont été trouvées par la méthode des transits aujourd'hui. Et ces planètes, elles ressemblent à quoi globalement? Alors, on a beaucoup parlé de Jupiter chaud. Quelles sont les limites, les planètes les plus extrêmes détectées par transit? Alors les Jupiter chauds, en fait, aujourd'hui, de ce qu'on connaît des exoplanètes, apparaissent comme des objets très exotiques. Il n'y a que 1% des étoiles qui ont des Jupiter chauds. Donc finalement, on a trouvé d'abord cela par un biais observationnel évident, c'est qui sont plus faciles à trouver, mais ce sont des objets des planètes très, très, rares et qui ne se produisent cette configuration ne se produit pas très souvent. La majorité des planètes trouvées aujourd'hui sont des planètes, soit chaudes, soit tièdes, disons, mais de beaucoup plus petite taille que Jupiter, donc plutôt entre la taille de la Terre et la taille de Neptune ou d'Uranus. Mais ce qui a été vraiment mis en évidence par toutes ces découvertes des 30 dernières années, c'est une diversité énorme de masse, de rayons, de température, de niveau d'insolation, c'est-à-dire de température effective à la surface de la planète, une diversité beaucoup plus grande que celle qu'on connaît dans le système solaire. Ça, c'est formidable quand même. Et quel niveau de connaissance on peut avoir sur ces exoplanètes, notamment en combinant les connaissances, les méthodes type transit et les méthodes type vitesse radiale? Quelles caractéristiques physiques sur ces exoplanètes est-ce que l'on peut atteindre? Alors avec la méthode des vitesses radiales, on mesure la masse minimale quand on n'a pas de transit. Quand on a un transit, on connaît l'inclinaison de l'orbite par rapport à l'observateur et donc cette masse minimale devient la masse réelle. Donc on mesure la masse réelle de la planète, toujours en fonction de la masse de l'étoile, qui elle est connue à travers des modèles, mais quand même très très fiables. Donc on connaît la masse pour ces planètes qui ont été découvertes par la méthode des vitesses radiales et la méthode des transits combinés. Avec le transit, on mesure le rayon de la planète. Donc à partir de la masse et du rayon, on peut faire en gros le rapport des deux et trouver une indication de la densité de la planète. Donc savoir si ces planètes sont plutôt gazeuses,
rocheuse ou quelque chose d'intermédiaire. Et on a trouvé des choses intermédiaires qui sont des planètes pas assez denses pour être rocheuses et trop denses pour être gazeuses. Donc des planètes qui peut-être auraient un océan très important à leur surface ou une enveloppe très importante au-dessus d'un cœur rocheux. Les autres caractéristiques qu'on mesure avec ces techniques indirectes sont les caractéristiques de l'orbite. Par exemple, on a pu mettre en évidence des planètes qui sont circulaires, donc dont l'orbite fait un cercle autour de leur étoile, mais d'autres qui sont ce qu'on appelle excentriques. Donc, au lieu d'être un cercle, il va y avoir une partie de l'orbite qui est très proche de l'étoile et une partie de l'orbite qui est très loin de l'étoile. Et donc, la température de surface ressentie, l'énergie reçue à la surface de l'étoile et la température à la surface de la planète change beaucoup en fonction de la saison, donc en fonction de l'endroit où se trouve la planète sur son orbite. Mais ça peut être des centaines de degrés qui passent entre l'hiver et l'été, disons. Je préfère nos saisons. Xavier, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ? Juste, c'est déjà très, très complet. Mais Claire parlait effectivement de diversité des planètes, de diversité d'insolation. Et dans les cas les plus extrêmes, on peut noter certaines planètes qui ont été détectées tellement proches de leur étoile qu'elles orbitent en moins d'1 journée. Elles sont très peu nombreuses, hein. C'est une petite poignée, mais c'est vraiment les cas extrêmes. Alors, c'est tellement extrême que ces planètes sont soumises au vent de leur étoile en continu très, très fort et que leur atmosphère doit être volatilisée, donc il ne reste plus que le cœur de l'objet. Mais il y a une petite poignée, donc c'est encore pire que le Jupiter chaud. Le Jupiter chaud, c'est typiquement autour de 3-4 jours de période orbitale. Là, on a une petite poignée de planètes, les très, très courtes périodes, les ultra courtes périodes de moins d'1 journée de période. Là, on aurait notre anniversaire tous les jours. Ouais, mais on serait un Et je serais peu... un peu plus vieille. Mais on ressemblerait un peu à des morceaux de charbon. Ah mince, je préfère garder mon âge. J'avais une question, donc je me replace en fait avant la découverte des exoplanètes, où bien sûr, quiconque avait une idée pour chercher les exoplanètes devait montrer en fait que sa méthode était capable de détecter des objets du système solaire, de détecter Jupiter ou de détecter la Terre. Et c'est d'ailleurs pour ça que en fait on s'attendait pas à des découvertes aussi rapides. Donc vous parliez tous les deux d'une très grande diversité. La question que j'ai, c'est, on a envie de comparer cette diversité au système solaire, mais est-on capable aujourd'hui de détecter des planètes qui sont vraiment des analogues des planètes du système solaire? C'est-à-dire, une Terre autour d'un soleil ou un Jupiter autour d'un soleil. Il me semble que dans le catalogue aujourd'hui, c'est vraiment anecdotique. Grosso modo, est-on aujourd'hui capable de détecter certaines des planètes du système solaire et si oui, lesquelles, je veux dire, quels analogues? Xavier? Une Terre autour d'une étoile telle que le Soleil, aujourd'hui, on n'est pas capable de la détecter. En termes de mesure de vitesse radiale, il faut des mesures mieux que 0,3 km/h de précision. On ne sait pas le faire, à la fois d'un point de vue instrumental et de la physique stellaire de l'étoile. Et en transit, on est sur 1 sur 10 000. Alors ça, on peut commencer à le faire de l'espace, mais le problème, c'est qu'il faut rester longtemps dans la même zone pour voir un transit qui va se produire tous les ans seulement, 1 fois par an. Et puis, elles sont très peu nombreuses géométriquement, c'est très peu probable. Les transits sont plus probables pour les périodes très courtes. Donc, il faut observer beaucoup, beaucoup d'étoiles et rester pendant plusieurs années sur les mêmes étoiles pour voir plusieurs fois ce transit va passer 1 fois par an. Et ça, c'est l'objectif d'un satellite qui va être lancé bientôt, qui s'appelle Plateau, justement d'être capable de détecter ces transits de planètes de type Terre autour d'étoiles de type solaire. On espère qu'il soit capable d'en détecter une poignée, hein, pas encore beaucoup, mais déjà une poignée, ce serait bien. Par contre, détecter des Jupiters en 11 ans de période, tels que Jupiter autour d'une étoile de type solaire, ça, on sait le faire aujourd'hui. Il y a d'ailleurs quelques cas qui ont été faits. Mais ce que ça montre, c'est que les planètes de type Jupiter à 10-11 ans de période ne sont pas si nombreuses que ça autour des étoiles de type solaire. C'est 10-15% des étoiles de type solaire qui en possèdent. Elles sont peut-être un peu plus lointaines, mais elles ne sont pas si nombreuses que ça aujourd'hui, détectées. Oui, Claire, tu veux compléter là-dessus? Oui, je voulais juste dire que Kepler a quand même trouvé une planète qui ressemble beaucoup à la Terre. Je crois que celle qui ressemble le plus, c'est Kepler 452b. Donc, c'est une exoplanète qui tourne en à peu près 1 an, 385 jours autour d'une étoile qui est à peu près comme le Soleil.
La seule différence, enfin la différence majeure, c'est que la taille de la planète est plus grande que la Terre, 1,6 fois la taille de la Terre. Mais voilà, c'est pas complètement différent. Et la difficulté avec ce système, c'est que comme c'est une étoile Kepler, elle est très faible. On n'a pas pu la suivre en vitesse radiale, donc on ne connaît pas la masse de cette planète, qui est quand même un paramètre fondamental. Alors, je vais formuler ma question autrement. Si tous les systèmes exoplanétaires avaient l'architecture du système solaire et étaient autour d'étoiles de type solaire, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on aurait détecté des exoplanètes? Parce que les détections dont vous parlez, elles sont venues après beaucoup d'étapes qui ont permis de stimuler la recherche d'exoplanètes. Donc, une planète quasiment analogue à la Terre avec Kepler, des Jupiters sur des périodes de plusieurs années par vitesse radiale, sur des très longs de plusieurs années. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que si on avait que des systèmes solaires, des répliques du système solaire, est-ce qu'on en aurait détecté aujourd'hui? Alors, elle serait arrivée plus tard, c'est sûr, hein. Elle serait pas arrivée en Ouais, c'est ça, hein. 95. On aurait eu des années sans découverte. Disons, un Jupiter, tu vois à la courbe vitesse radiale que la vitesse change lentement au cours du temps. Mais il te faudra 11-12 ans pour avoir une phase complète, une orbite complète et être capable de déterminer ces paramètres. Donc tu sens que tu as quelque chose qui arrive, mais tu l'as pas encore complètement, donc il faudra plus de patience, il faudra plus d'abnégation, donc faire des recherches pendant des années et des années sans pouvoir publier grand-chose encore. Mais on sait qu'il y a des collègues qui sont capables de beaucoup d'abnégation. Mais c'est sûr, je pense, ce serait venu plus tard et l'excitation et sûrement l'implication d'une communauté aussi importante serait sûrement venue un petit peu plus tard. Oui. Claire, tu veux commenter là-dessus? C'est surtout pour rappeler que toutes les étoiles sont pas comme le Soleil. Et dans la diversité des systèmes exoplanétaires, on a quand même trouvé des surprises aussi du côté des étoiles. C'est-à-dire qu'on a trouvé que les planètes se forment en gros autour de presque toutes les étoiles, à part les très très grosses et les très très chaudes qui vivent très peu de temps. Mais la majorité des étoiles dans l'environnement du Soleil étant des toutes petites étoiles, c'est vraiment une opportunité. On a appelé ça l'opportunité M à un moment parce que ces étoiles s'appellent les étoiles M. Les étoiles M donnent une opportunité, c'est-à-dire qu'elles sont nombreuses, elles sont proches et elles sont toutes petites. Donc un rapport de masse pour une planète donnée est rend beaucoup plus favorable la détection d'une exoplanète autour de ces étoiles-là. Et du coup, c'est peut-être grâce à ces étoiles-là qu'on aurait pu trouver des planètes, alors évidemment pas similaires au système solaire puisque ce n'est pas le Soleil, mais en tout cas similaires avec un facteur d'échelle. On aurait peut-être d'abord découvert celle-là, oui. Oui, c'est finalement grâce à cette diversité qu'on a aujourd'hui autant de détections. Disons, la nature a été bien gentille et a pavé notre chemin de beaucoup de types d'exoplanètes. Alors, vous avez parlé des méthodes de transit et des méthodes de vitesse radiale et de leur effet, de leurs grands bénéfices quand on les combine. Il y a aussi une autre méthode qui a permis quelques détections finalement assez importantes et dont vous pouvez peut-être parler, qui est la méthode des micro-lentilles gravitationnelles. Oui, la méthode des microlentilles a permis quand même 200 découvertes d'exoplanètes aujourd'hui. C'est aussi une méthode qui utilise la photométrie depuis le sol, mais on peut très bien le faire depuis l'espace. Ça va être fait dans l'espace dans les prochaines années. Donc, il s'agit de regarder une étoile dans le bulbe de la galaxie et parce qu'il y en a beaucoup des étoiles dans cette direction-là. Par chance, on va avoir à un moment un alignement entre une étoile lointaine et une lentille, c'est-à-dire une masse qui va être sur la ligne de visée. Et cette masse va créer un effet de loupe et permettre d'être détectée de cette façon-là. Une loupe de l'étoile qui est située loin. Et donc cette masse peut être une planète, un système avec une étoile ou une planète ou autre chose. Et ça a permis effectivement de découvrir à la fois des planètes qui sont en orbite lointaine autour de leur étoile et à la fois des planètes qui n'ont pas d'étoiles, qui sont ce qu'on appelle des planètes vagabondes, qui n'ont pas d'étoiles. Et donc voilà, il y a à peu près 200 de l'un et 200 de l'autre, donc des 200 planètes autour d'étoiles qui ont été découvertes par la méthode des microlentilles et à peu près 300, je crois, planètes vagabondes qui ont été découvertes par cette méthode-là. Et c'est une méthode qui permet de faire des statistiques et de remplir une
une case de l'espace de détection qui n'est pas remplie par les autres. Des planètes de petite masse et de grande distance orbitale ne sont pas pour l'instant découvertes par d'autres méthodes. Et donc, avec l'ensemble des méthodes, finalement, on commence à avoir une idée un peu statistiquement fiable du nombre de planètes qu'il y a dans la galaxie. Il y en aurait peut-être entre 2 et 10 par étoile, et à peu près le même nombre qui n'auraient pas d'étoiles. Donc, ça représente quand même un grand nombre de planètes qui sont pas toutes découvertes, mais qu'on peut statistiquement penser qu'elles sont là. Xavier, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur la population un peu des exoplanètes et cette diversité? Oui, donc comme dit Claire, on pointe sur plusieurs planètes par étoile et à noter, à se rappeler tout de même que les 2 méthodes qui ont fait le plus de détection aujourd'hui, donc celle des transits et vitesse radiale, sur lesquelles on a passé le plus de temps, sont toutes les 2 beaucoup plus sensibles aux planètes très, très proches de leur étoile qu'aux planètes lointaines. Donc on a une connaissance qui commence à être bonne de la statistique des planètes proches de leur étoile. Par contre, les planètes lointaines, c'est beaucoup plus compliqué parce que nos méthodes de détection sont moins bonnes. Et effectivement, la population planétaire la plus nombreuse qu'on connaisse aujourd'hui, c'est autour des petites étoiles dont parlait Claire tout à l'heure, les naines M, qu'on appelle aussi des naines rouges, hein, des objets froids, qui sont 80% de la population des étoiles de la galaxie. La plupart de nos voisins sont des naines rouges. La plus proche étoile de nous, c'est Proxima du Centaure, qui est elle-même une toute petite étoile, même pas visible à l'œil nu alors que c'est la plus proche. Et autour de ces étoiles, on arrive à la conclusion aujourd'hui que chacune de ces étoiles a en moyenne 2 planètes à moins de 100 jours de période. Et dans le système solaire, à moins de 100 jours de période, il n'y a que Mercure. Mercure, c'est une toute petite planète de quelques pourcents de la masse de la Terre. Et là, on parle autour des naines rouges de 2 planètes par étoile à moins de 100 jours de période, et c'est des planètes de plus que la masse de la Terre. Donc on voit des systèmes internes très, très peuplés en moyenne. Notre système solaire est relativement peu peuplé. Et même autour d'étoiles de type solaire, la statistique est un peu moins bonne parce que les détections sont plus compliquées, mais on arrive aussi à des chiffres de l'ordre de 1 ou 2 planètes plus massives que la Terre par étoile, à des périodes inférieures à 400 jours, donc du type de la période de la Terre. Donc à nouveau, on pointe sur un système solaire qui est plutôt un système relativement peu peuplé, au moins au niveau du système solaire interne, hein. Nous, on a l'impression d'avoir pas mal de planètes, quelques voisins avec Mercure, Vénus, Mars, mais finalement, autour de la plupart des étoiles, il y a plutôt plus de planètes que dans notre système solaire. En tout cas, c'est les résultats qui tombent actuellement. Donc finalement, en tout cas dans le champ de connaissances actuel, on a un système plutôt original et ça, c'est chouette. Alors pour parler d'originalité, quel est, à votre avis, les cas les plus exceptionnels, les plus bizarres, les plus fun, les plus surprenants que vous avez eu l'occasion de découvrir ou d'étudier ou alors, d'entendre parler? Claire? Alors, je citerai peut-être 2 planètes que j'ai étudiées particulièrement. Donc, le premier, c'est Coros 7b. Donc, c'était la première super Terre qui était découverte par Corot, donc, et pour laquelle on avait une mesure de la masse. Et en fait, c'était vraiment toute une aventure, cette histoire, parce que comme disait Xavier tout à l'heure, c'est une étoile qui est très variable. Donc, la mesure de vitesse radiale a été très compliquée par ces affaires de variabilité de l'étoile. L'étoile n'arrêtait pas de changer d'une saison à l'autre et on avait un mal fou à sortir le signal de la planète, surtout que, il y avait d'autres planètes, en fait, qui ne transitaient pas, mais qui ont été aussi mesurées au bout de plusieurs années d'intenses efforts. Donc, en quoi elle est rigolote, cette planète? C'était une des premières super Terres à être caractérisée complètement. Et en fait, c'est une planète qui a probablement une phase jour qui est un océan de lave et une phase nuit qui est totalement gelée. Donc, voilà, il faut faire appel à son imagination pour se représenter une planète aussi contrastée, qui pourrait ressembler à la Terre dans d'autres conditions. Si on la mettait un peu plus loin de son étoile, elle aurait toutes les raisons de ressembler à la Terre. Et en fait, à la position où elle est, en quelques heures, elle est tellement chauffée par son étoile que, d'abord, elle ne choisit pas, elle ne peut pas tourner sur elle-même comme elle veut. Elle est forcée de regarder et d'avoir toujours un côté jour qui est tout le temps irradié par l'étoile. Et ce côté jour est probablement un océan de lave. Et puis la deuxième étoile et système planétaire qui m'a beaucoup intéressée, qui est un peu extrême aussi dans ces histoires-là, c'est la planète HD 8606 qui a été découverte, je crois, sur Elodie également, et qui est la planète
avec la plus grande excentricité. Donc, c'est une de ces planètes qui a plusieurs centaines de degrés de différence entre le moment où elle est le plus proche de son étoile et le moment où elle en est le plus loin. Et en plus, c'était dans les années 2009-2010, on a découvert qu'elle était observée en transit, en fait. Donc on a pu faire une très belle caractérisation de cette planète-là. Voilà, ça c'est la petite anecdote, hein, parce que quand on est observateur et qu'on tombe sur des systèmes intéressants comme ça et qui veulent bien dévoiler plusieurs de leurs paramètres, c'est toujours, super. Et j'en profite pour mentionner aussi que tu fais partie de l'équipe qui a découvert une planète très importante qui s'appelle HD 189 733b, qui est un Jupiter chaud comme 51 Peg et qui transite et qui est vraiment une des cibles les plus favorables pour la caractérisation de l'atmosphère et qui a donné parmi les premières observations pour l'atmosphère et qui aujourd'hui est encore une cible intéressante pour le James Webb. Donc c'était un des objets très précieux et qui a peuplé la littérature. Et c'est encore une découverte d'Élodie, hein. Cette nuit-là était assez mémorable dans nos esprits d'observateurs parce qu'on avait déjà donc le signal de la planète en vitesse radiale et avec le collègue François Bouchy de l'Observatoire de Genève, on s'était dit on va essayer de trouver le transit. Et moi, je me suis occupée des observations photométriques au 120, l'OHP, l'Observatoire de Provence, et lui s'est occupé des observations spectroscopiques. Et il a pu voir en même temps que moi l'apparition du premier transit de cette planète. Donc, moi, je le faisais en photométrie et lui, il le faisait en spectroscopie. Et la signature de la planète en transit est visible dans les deux types de mesures. Donc, c'était un jackpot assez rigolo. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais la signature spectroscopique d'un transit permet aussi de connaître la géométrie de l'orbite de la planète par rapport à l'équateur ou l'axe de rotation de l'étoile, par un effet qu'on appelle Rossiter, et qui a montré que ces Jupiters chauds avaient parfois des géométries pareilles, assez folles et complètement inattendues, pas vrai? C'est vrai. Mais c'est peut-être une méthode un petit peu plus technique qu'on va garder pour les astrophysiciens. Pour les saisons 2 du podcast. Et par contre, pour revenir à HD 189 733 et l'étude de son atmosphère et la méthode que ça a permis de développer, on en parlera dans un prochain épisode plus en détail. Xavier, est-ce que tu veux raconter ta planète préférée, fun ou autre? Allez, ou mes deux, Ouais, j'abuse. allez, je t'accorde ça. On va dire, la première fois parler, c'est une que j'ai eu la chance de découvrir il y a déjà beaucoup de temps, qui est la planète qui orbite autour de Gliese 876. Voilà, il y a plusieurs planètes, mais la première qui est découverte en 1998. Et la particularité de cette planète, c'est que c'est la toute première planète détectée autour d'une naine rouge. C'est-à-dire, à l'époque, la plupart des chercheurs de planètes cherchaient les planètes autour d'étoiles de type solaire. Tout l'intérêt des naines rouges est arrivé un petit peu après. Et moi, je m'intéressais aux naines rouges, mais pour chercher des étoiles doubles, pas pour chercher des planètes. Mais les mesures qu'on faisait étaient assez précises pour trouver, on va dire, par hasard, une exoplanète. Et c'est comme ça qu'on a sorti cette planète autour de Gliese 876, à la fois via des mesures avec Élodie, hein, encore ce spectrographe qui a quand même fait beaucoup de choses, et en observant également du Chili avec un télescope suisse. J'étais en postdoc en Suisse avec Michel Mayor à l'époque, qui a permis de faire ces découvertes. Et je me rappelle encore quand j'envoie un mail à Michel Mayor en lui disant « Ah, là, il y a quelque chose, je t'envoie la courbe, regarde, elle est là, cette planète. » Et lui est en conférence à ce moment-là, il me dit « Envoie-moi vite la figure, je suis en conférence, je veux l'annoncer. » Sauf qu'à l'époque, par mail, ça passait pas. Donc, il fallait courir à travers l'observatoire un week-end pour trouver un fax pour envoyer ça. Bref, c'était pas complètement évident, mais on a réussi à envoyer ça. Et puis bon, on pourrait parler aussi des premières planètes détectées dites en zone habitable. On en parlera peut-être un petit peu plus après. Et sinon, une deuxième que j'aime bien mettre en avant, c'est la planète autour de Gliese 411 qu'on a détectée il y a quelques années seulement, il y a 4-5 ans. C'est une petite planète autour de 3-4 fois la masse de la Terre qui orbite en une dizaine de jours autour d'une naine rouge. Il y a beaucoup de planètes de ce type-là qu'on connaît aujourd'hui. Sa particularité, c'est que c'est le deuxième système le plus proche de nous, après le système autour de Proxima du Centaure, donc des objets très, très recherchés. Et surtout qu'on a fait cette détection à l'Observatoire de Haute-Provence avec Sophie, cette fois-ci, qui est le remplaçant de Élodie, alors que c'est planète très recherché, pas facile à trouver, ce qui montre que le télescope de 1,93 m de l'Observatoire de Haute-Provence reste encore extrêmement performant
dans ces recherches d'exoplanètes aujourd'hui. Et on a encore un beau diamant dans la communauté française pour faire ces recherches. Alors oui, comme tu disais, on en parlera un petit peu après, des planètes tempérées qui peuvent avoir un intérêt pour la recherche de vie. Mais j'aimerais quand même que tu reviennes sur un cas sur lequel on a pu travailler ensemble. J'ai une question précise à ce sujet. Il s'agit des planètes autour de l'étoile Gliese 581, en particulier la C et la D, je crois, que tu as découvertes, ou si je me souviens bien. Avec les collaborateurs Bien de sûr, Grenoble et de au sein Genève. d'une équipe. Et, ce qui est très important pour moi, c'est que j'ai pas mal travaillé, puisque justement la D était peut-être la première planète qui ne soit pas une géante et qui soit à température compatible avec, je dirais, la vie, ou disons au moins la possibilité d'avoir de liquide. Donc on a fait beaucoup de travaux sur les atmosphères, les climats possibles. Ça a déclenché beaucoup de choses sur la modélisation des atmosphères. On est allé vers les modélisations 3D à cause de cette planète ou pour cette planète. Et petit à petit, et c'est pour ça que je voudrais que tu nous en parles un tout petit peu, elle a finalement un petit peu disparu, ou disons son signal a été attribué plutôt à un signal d'activité de l'étoile. Et donc pour moi, j'ai un peu écrit de la science-fiction quand j'ai travaillé sur l'habitabilité de cette planète. Sauf que il y a quelques mois, j'ai vu un papier qui réhabilitait Gliese 581d comme une possible exoplanète. Alors j'aimerais que tu nous en parles. Et pour l'anecdote, il y a un film d'animation qui est sorti cette année qui s'appelle Mars Express, un film de science-fiction qui se passe sur Mars, etc., dans le futur. Et dans le contexte de ce film, je ne sais pas si tu l'as vu, Xavier, mais on suit aux actualités une sonde qui approche de Gliese 581d et qui envoie les premiers résultats de l'analyse de son atmosphère. Et dans le film, c'est très décevant, l'analyse de l'atmosphère. Mais voilà, j'aimerais avoir un petit peu ton point de vue sur qu'en est-il aujourd'hui de Gliese 581d? Alors, j'ai pas vu le film que tu cites, j'irai le voir parce que ça va être pour moi la première preuve qu'elle existe, cette planète, dans un film, s'ils la voient, eux. Oui, ça a été un petit peu compliqué, effectivement, quand on l'a annoncé, on était persuadés que la mesure était bonne. On avait pris beaucoup de précautions, vérifié que c'est pas un signal d'activité, et c'est un signal vraiment très, très piégeux. Un signal d'activité extrêmement piégeux, et en fait, il fallait plus de mesures qu'au moment de l'annonce pour voir qu'il se passait des choses bizarres dans l'étoile, au niveau de l'étoile, à la période de cette planète, ce qui a fait dire: attention, c'est peut-être un signal d'activité». Pour moi, aujourd'hui, on en est encore là aujourd'hui. C'est le plus probable, c'est que ce soit dû à l'activité de cette étoile, mais un signal très, très fin et très difficile à mettre à jour, dû à l'activité, et que cette planète n'existe pas. Mais on continue à l'observer beaucoup, beaucoup aujourd'hui avec un nouvel instrument qui est situé à l'observatoire de La Silla au Chili, qui observe dans l'infrarouge, qui s'appelle NIRP, un nouveau vélocimètre dans l'infrarouge, pour essayer de conclure complètement sur ce système. Et ce qui est effectivement, comme tu le dis, amusant, c'est que c'est une planète qui a été désannoncée après l'annonce. C'est une des rares pour notre équipe, mais ça arrive, on se fait avoir tous. Et pour autant, effectivement, elle a fait énormément avancer les choses sur la question de l'habitabilité. L'habitabilité, c'est-à-dire la présence d'eau liquide potentiellement à la surface de la planète, pour une planète qui orbite autour d'une naine rouge, avec beaucoup de choses particulières dans ces cas-là. Et ça a lancé ces recherches en amont d'un point de vue théorique, alors que si ça se trouve, cette planète n'existe pas. Bon, alors quelques années après, nous, avec l'équipe grenobloise et genevoise, on a découvert une planète autour de Gliese 667c, qui a des caractéristiques assez proches et qui, elle, résiste encore et est très présente et existe, a priori, avec beaucoup de choses peuvent être appliquées dessus. Puis aujourd'hui, il y a en gros, je crois, une quinzaine d'exoplanètes dites en zone habitable, si on est conservateur, un peu plus si on est un peu extrême, mais on joue un peu avec les limites. Mais effectivement, celle autour de Gliese 581, la troisième, les deux premières existent bien. On a toujours beaucoup de doutes sur son existence et on continue, c'est 15 ans après, on continue à observer l'étoile de manière intensive pour savoir si on va être capable ou pas de conclure. Comme quoi, c'est pas toujours facile. Alors, on a commencé à parler de zones habitables et c'est un peu aussi le sujet de l'épisode et de la première saison. C'est comment est-ce qu'on cherche la vie ailleurs? Avec cet épisode, on a exploré la population des exoplanètes, mais celle qui nous intéresse, c'est donc celle qui pourrait potentiellement abriter la vie. Donc là, on a parlé de zones habitables. À un moment, on a parlé un peu de planètes type Terre, ou en tout cas super Terre. Est-ce que ces planètes qui pourraient potentiellement abriter la vie, si elle existe ailleurs, sont accessibles par ces méthodes? Comment est-ce qu'on peut les rendre accessibles et quelles informations nous manquent aujourd'hui? Oui, alors déjà, dire ce que c'est une planète en zone habitable. Une planète en zone habitable, c'est une planète qui est à la bonne distance de son étoile
pour être ni trop chaude ni trop froide, on va dire, et que s'il y a de l'eau dans sa constitution, elle peut être liquide à la surface de la planète. On sait que sur Terre, l'eau a eu un rôle essentiel dans la formation de la vie, dans l'apparition de la vie. On a beaucoup d'éléments pour penser que la vie a besoin d'eau liquide pour se former, en tout cas la vie à base de carbone. Donc on recherche des planètes avec de l'eau liquide à la surface. Après, si on a une planète en zone habitable, elle est à la bonne température, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a de l'eau dans sa constitution. Elle peut être un désert complet à la bonne température, mais sans eau. Et puis même s'il y a de l'eau à la surface, de l'eau liquide, ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie non plus, hein. Donc il y a beaucoup de zones habitables et très très loin de vouloir dire vie. Il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver à ça. Donc aujourd'hui, les planètes dites en zone habitable et de la masse de la Terre, on est capable de les détecter, pour certaines d'entre elles, autour des naines rouges dont on parlait tout à l'heure, parce que les naines rouges sont froides. La température de surface de l'étoile est autour de 3000 degrés au lieu de 5500 pour le Soleil. Donc une planète, pour être à la même température que la Terre, doit être beaucoup, beaucoup plus proche de son étoile. Elle va se retrouver à orbiter en 30-40 jours, typiquement, au lieu d'un an, donc des anniversaires tous les mois, hein, si on habite sur cette planète. Et elle est à la bonne température. Et les méthodes de vitesse radiale détectent mieux les planètes à courte période, donc plus facilement une planète à 30 jours de période qu'à un an de période. Donc ça les rend accessibles, au moins une fraction d'entre elles, pas toutes, mais au moins une fraction d'entre elles. Autour des étoiles de type solaire, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Donc Claire a parlé de la planète détectée par Kepler, donc une planète de type terrestre autour d'une étoile de type solaire qui orbite à peu près en un an. Mais c'est des cas quasi uniques parce que c'est très difficile à détecter par transit aujourd'hui ou par vitesse radiale. Donc c'est essentiellement celle autour des naines rouges qu'on est capable de détecter aujourd'hui. Et sachant qu'une naine rouge, c'est un environnement différent quand on vit autour d'une naine rouge qu'un environnement de type solaire. Déjà, on reçoit beaucoup plus d'infrarouge que d'optique de l'étoile. L'étoile a une activité stellaire différente, des vents stellaires qui sont différents. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles qui sont développés pour essayer de comprendre quelle est l'évolution d'une planète autour d'une naine rouge. Mais il n'y a encore aucune observation pour vraiment savoir la physique de ces planètes et voir si les modèles ont raison ou pas. En plus, certains modèles ne disent pas la même chose. Donc, il va falloir attendre un certain nombre d'années pour vraiment savoir si l'environnement autour d'une naine rouge peut être favorable ou pas à la vie. Aujourd'hui, la réponse est très loin d'être définitive. Ni du côté oui, ni du côté non. Claire, tu avais des choses à ajouter là-dessus? Je crois qu'il faut juste reconnaître que la question de l'habitabilité des planètes, c'est forcément pris par des méthodes assez simplistes pour l'instant. On n'a pas d'autres exemples que la vie sur Terre, de planètes habitables. Disons que les configurations qu'on arrive à mettre en évidence sont basées sur des paramètres faciles à mesurer à distance, comme la distance entre la planète et l'étoile, éventuellement l'excentricité de l'orbite, la luminosité de l'étoile et tout ce que l'étoile va irradier sur la surface de la planète. Mais c'est des seules choses auxquelles on a accès à distance et évidemment, on a bien conscience que l'habitabilité peut être bien plus complexe que juste une température à la surface d'une planète. Les autres planètes éventuellement intéressantes, ce seraient des lunes de planètes géantes dans la zone habitable de leur étoile. Les planètes géantes dans la zone habitable de leur étoile, on en a des dizaines aujourd'hui. Donc toutes celles qui ont des lunes, ces lunes-là ont de fortes chances d'être habitables aussi. Mais évidemment, elles sont beaucoup plus compliquées à étudier à distance. C'est notre mode d'action en astrophysique, c'est vraiment d'étudier la lumière des astres, donc aller mesurer à distance la présence de vie, ça va être très compliqué. C'est vraiment basé sur le rayonnement et l'interaction du rayonnement de l'étoile avec celui de la planète. Et voilà, il faut juste garder en tête que c'est compliqué. C'est pour ça qu'on simplifie le problème à ce point. Oui, on a eu un épisode vraiment à part sur la question des lunes du système solaire. Sur la question, c'était l'épisode 2 avec Alice Le Gall et Caroline Fraissinet. Et donc justement, comme vous le disiez, on fait avec ce qu'on a. Donc on observe, on base nos espèces de diagnostics sur la potentielle habitabilité, sur l'insolation, la masse, le caractère gazeux, solide de la planète. C'est très grossier. Est-ce qu'il y a quand même des planètes qui sont aujourd'hui intéressantes pour aller plus loin avec l'instrumentation future, pour aller explorer les atmosphères, les conditions sur ces planètes, les atmosphères s'il y en a? Et aussi, là vous avez parlé des biais, notamment les transits qui ne voient qu'une petite fraction des planètes et qui du coup statistiquement les voient plutôt loin. Qu'est-ce que vous verriez pour le futur de la recherche et de l'étude et de la caractérisation des exoplanètes terrestres tempérées?
et dans notre voisinage, c'est-à-dire pour aller les chercher dans les planètes à côté et pour un petit peu les caractériser. Comment vous voyez un petit peu le futur de ça et qu'est-ce qui, dans les planètes qu'on a, sont des planètes qui seraient des planètes clés pour avancer là-dedans? Xavier, par exemple. Alors oui, détecter des planètes dans le très proche voisinage est un objectif de beaucoup d'équipes. D'ailleurs, avec Claire, c'est des projets que l'on mène ensemble sur Spirou ou sur d'autres télescopes. Parce qu'à la fois, avec l'arrivée des télescopes géants de 40 mètres de diamètre, avec le LT, avec l'arrivée quelques années plus tard ou quelques décennies plus tard de télescopes spéciaux tels que HWO, Habitable World Observatory, il y a l'idée d'être capable d'imager des exoplanètes à côté de leur étoile et d'en extraire un spectre. Mais pour ça va être seulement faisable sur une poignée d'exoplanètes les plus favorables, celles les plus proches de nous. Enfin, quand on parle d'exoplanètes tempérées à une température similaire à la Terre, vraiment que les plus proches de nous, à un type spectral donné, vont être accessibles. Donc à l'heure actuelle, on continue le travail parce qu'on sait que nos catalogues sont pas complets. On sait que même autour des étoiles les plus proches de nous, il manque des exoplanètes qui doivent exister, mais qu'on n'a pas encore découvertes. Alors parce qu'elles sont difficiles à découvrir, sinon elles auraient déjà été découvertes, elles ont déjà été observées. Donc il faut améliorer nos techniques de mesure par vitesse radiale, notamment parce que c'est une des méthodes qui va être clé pour trouver ces candidats, enfin ces cibles pour ces futures mesures qui permettent quelque part d'essayer d'obtenir des données sur l'atmosphère de ces exoplanètes avec l'Extremely Large Telescope ou HWO. Donc on continue à essayer d'améliorer les mesures de vitesse radiale et essayer de détecter ces planètes non détectées aujourd'hui dans le voisinage solaire qui vont être les cibles futures. Je voudrais juste rajouter un mot sur Proxima, parce qu'on l'a cité plusieurs fois, mais on n'a jamais vraiment dit qu'est-ce que c'était que ce système. Donc Proxima, c'est l'étoile la plus proche du Soleil, et c'est une étoile naine rouge, donc très petite, donc qui a été suivie pendant des dizaines d'années parce que c'est la plus proche, en vitesse radiale. Et puis d'abord, on n'a rien trouvé. Et puis en 2016, après presque 15 ans de mesures continues, en 2016, il y a une équipe menée par Anglada SQD qui a décidé de faire une campagne très intensive. Et cette campagne très intensive a permis de mettre en évidence la signature en vitesse radiale d'une planète dans la zone habitable de Proxima. Donc l'étoile qui est la plus proche du Soleil a une planète, probablement une super Terre, dans sa zone habitable. Donc ça, c'est vraiment une chance incroyable. Par la suite, au moins une autre planète a été trouvée autour de cette étoile, et sans doute une plus distante aussi, qui n'est pas complètement confirmée encore. Donc Proxima, c'est vraiment un système très intéressant qui est tout proche de nous et très facile, très favorable à des missions futures pour mieux connaître ces planètes-là. Le problème de Proxima, c'est que effectivement, ces planètes ne sont pas vues en transit. Donc, ça rend plus compliqué déjà la mesure du rayon. Ça rend plus difficile la mesure précise de la masse, puisqu'on ne connaît pas exactement l'inclinaison de l'orbite. Et du coup, ça rend aussi plus difficile la mesure de l'atmosphère pendant un transit, qui est une méthode assez facile à utiliser. Donc, on va être obligé d'utiliser d'autres méthodes sur ce système-là, mais il y a des équipes entières qui travaillent sur des instruments dédiés à ce système-là, et peut-être un ou deux autres aussi prometteurs qui vont être découverts bientôt. Je sais que notamment en instrumentation pour l'imagerie directe, c'est un peu notre cible phare de démonstration technologique pour les futurs télescopes. Mais on en reparlera peut-être dans 2 épisodes parce qu'on va interviewer des instrumentalistes sur la question. Alors il y a une possibilité éventuellement pour détecter la lumière de Proxima b, qui requerrait beaucoup de temps du télescope spatial James Webb et qui ne la détecterait que si elle n'avait pas d'atmosphère. Ce serait en fait dans le cas où la planète, donc Proxima b, qui a une période, je crois, de 11 jours, dans le cas où elle serait en rotation synchrone en présentant toujours la même face à son étoile, ce qui est prévu par la théorie, et qu'elle n'ait pas d'atmosphère, pas de redistribution de chaleur, elle aurait un côté jour chaud et un côté nuit plus froid. Et dans ce cas-là, à mesure de son mouvement orbital, elle nous présenterait des parties chaudes et des parties froides, et on pourrait voir cette modulation
de 11 jours. Ce serait une mesure très, très fine à faire. On a fait des choses aussi difficiles sur un autre système qui est TRAPPISTON, donc ce serait faisable. Mais ça nécessiterait beaucoup de temps d'observation. Il faudrait replier les données sur la période orbitale qui est connue. Et à nouveau, ça ne donnerait une détection que dans l'absence d'une atmosphère. S'il y a un peu de redistribution par une atmosphère, on ne détecterait rien. Et je ne pense pas qu'on pourrait annoncer qu'en n'ayant rien détecté, on a détecté une atmosphère. C'est pour ça que le cas est un peu délicat. Et je ne suis pas sûr que ce sera tenté avec le James Webb, mais c'est sûrement une très belle cible pour effectivement l'imagerie directe, et je serais très curieux de voir ce que ça donnera. C'est vraiment moi, je sais que c'est un des résultats, une des observations que j'attends vraiment le plus du futur, c'est la détection de Proxima b, de voir le petit point de Proxima b sur une image. Les images, ça fait toujours rêver l'humanité. Absolument. Moi, je suis je montre toujours cette image mais bon, on en reparlera, mais cette image de HR, je sais plus combien, 87, où on voit les 99. 4 ouais, où on voit les 4 exoplanètes géantes jeunes, sur leur mouvement orbital, et je trouve ça complètement, fascinant. Alors, on arrive à la fin de cet épisode et on a une question traditionnelle. Alors, on a parlé de vos connaissances et de plein de choses, mais au quotidien, à quoi ressemble votre recherche? Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui vous passionne le plus en ce moment? Claire? Alors en ce moment, moi je travaille beaucoup sur les sondages Spirou. Donc ça fait depuis 2019 que Spirou, qui est certes un personnage de BD, mais aussi un vélocimètre infrarouge sur le télescope Canada-France-Hawaï, à Hawaï. Donc depuis 2019, Spirou observe des étoiles de notre environnement galactique à la recherche de planètes par la méthode des vitesses radiales en infrarouge. Donc ça a été une longue lutte parce qu'en infrarouge c'est compliqué. On a découvert plein de choses sur la route. Donc voilà, c'est ça mes recherches actuelles. Et donc j'ai la chance de travailler avec des jeunes étudiants qui se passionnent aussi pour ces données-là. Et donc voilà, on travaille sur rechercher des planètes autour des étoiles qui nous environnent par la méthode des vitesses radiales, et on en trouve. Donc c'est cool. Xavier, est-ce que tu veux raconter ton quotidien et ta recherche? Alors mon quotidien a quand même pas mal de points en commun avec celui de Claire, parce qu'on travaille pas mal ensemble. Donc notamment rechercher les nouveaux petits trucs qui vont faire qu'on va être capable d'améliorer un peu la précision des mesures en vitesse radiale et de détecter des planètes qui se cachent juste en dessous de nos limites de précision aujourd'hui. Et là, justement, on vient d'obtenir un financement important avec Claire puis une collègue à l'Observatoire d'Haute-Provence, Isabelle. Donc on est très content de pouvoir travailler là-dessus. Puis ça fait l'excitation des découvertes quand on trouve quelque chose, mais pas oublier que la recherche, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour de temps en temps une petite excitation de trouver quelque chose. Je fais un peu le parallèle avec un sportif qui passe des heures et des heures à faire des entraînements difficiles pour peut-être avoir l'excitation de la victoire de temps en temps, une fois par an, voire moins. On est un peu dans le même cas, je pense, en recherche, où c'est beaucoup un travail à la fois de gestion, un travail d'aider les collègues ou les jeunes collègues par rapport à d'autres moments, le petit moment d'excitation de trouver la nouvelle chose. Puis une chose sur lequel je passe pas mal de temps en ce moment et que j'apprécie beaucoup, c'est de parler beaucoup au public, aux lycéens, via des centres de culture scientifique également, pour justement, comme aujourd'hui, essayer de montrer l'importance de ce qu'on fait et que c'est très utile pour la société, ces recherches. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup vraiment, Claire et Xavier, d'avoir partagé vos connaissances comme ça avec nous. Avec plaisir, au revoir. Merci beaucoup à vous et merci à tous. Au revoir. Et merci aussi à nos auditeurs et nos auditrices d'être là pour ce nouvel épisode du podcast Venu d'ailleurs. Un podcast qui est soutenu par la Fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science et par le réseau Recherche Impulsion Origins de l'Université de Bordeaux. Après avoir feuilleté ensemble ce catalogue d'exoplanètes pour trouver celles qui nous intéressent dans notre recherche de vie ailleurs, nous vous proposons de nous retrouver prochainement pour étudier ensemble ce qu'il se passe là-bas sur ces autres mondes fort fort lointains. Alors à très bientôt, même univers, même galaxie, même planète sur le podcast Venu d'ailleurs.